Et je donne la parole à mon ami le professeur Kylian Nella, qui va nous parler de la vie des médecins physiques et la réadaptation dans le système. Vous avez la parole, professeur Kylian. Bonjour. Alors, je suis très honorée de faire partie de cette journée et de traiter de la partie pied diabétique du point de vue du MPR, le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. Alors, pour cette communication, nous allons commencer par une introduction, puis nous développerons la prise en charge du patient diabétique au service de MPR du CHU de Casablanca. Ensuite, nous passerons à l'éducation thérapeutique du patient diabétique pour finir par une conclusion. Alors, je vais essayer de ne pas répéter tout ce qui était déjà dit et dire juste que le pied diabétique est un problème majeur de santé publique avec une gravité qui est liée au taux d'amputation des membres inférieurs. La prise en charge du pied diabétique doit être faite dans un cadre multidisciplinaire pour pouvoir poser un diagnostic précoce, donner des indications thérapeutiques, médicales et chirurgicales, éduquer le patient et prévenir les récidives. Il est recommandé d'effectuer un dépistage annuel du risque podologique. Ce dépistage permettra la gradation du risque lésionnel et donc d'orienter le patient vers une prise en charge spécifique. Alors, le champ d'intervention du médecin MPR se fait à plusieurs niveaux. Donc, le MPR, il analyse les hyperpressions plantaires, il prescrit des orthèses plantaires et ou chaussures orthopédiques, il initie l'éducation podologique, il traite d'éventuelles douleurs neuropathiques et il prend en charge le patient en concertation avec les traumatologues, chirurgiens vasculaires, orthoprothésistes et kinésithérapeutes. Alors, en ce qui concerne la prise en charge du patient diabétique dans notre service, donc ça se passe sur deux grandes étapes. La première étape, c'est celle de l'évaluation podoscopique avec l'interrogatoire, l'examen clinique neuro-orthopédique et l'évaluation avec le podoscope optique et électronique. Et puis, après cette première partie, vient la prescription des orthèses plantaires et ou chaussures orthopédiques. Donc, l'on ne peut pas prescrire des orthèses plantaires sans qu'il y ait une évaluation podoscopique bien avant. Alors, pour la prise en charge, donc, les patients ne sont généralement adressés pour évaluation podoscopique en premier lieu par les endocrinologues et les dermatos, puis par les traumatologues ou chirurgiens vasculaires après amputation, ou alors nous recevons les malades pour des consultations diverses, comme les tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou le syndrome du canal carpien. Alors, l'évaluation podoscopique commence par un interrogatoire, puis par la recherche de douleurs neuropathiques grâce au questionnaire DM4. Puis nous commençons l'examen neuro-orthopédique par la recherche des déformations architecturales dues au déséquilibre entre muscles fléchisseurs, extenseurs et à l'altération de laxité ligamentaire. Alors, pour les différentes lésions, donc ici nous voyons un pied de Charcot bilatéral. Nous notons cet aspect classique de pied cuboïde avec cette déformation Alors, avec cette hyperconvexité de l'arche plantaire, et nous verrons ce que c'est... Pardon ? Okay. C'est bon ? Donc, l'hyperconvexité de l'arche plantaire, qui aura ses conséquences, nous allons le voir plus tard. Aspect de pied cuboïde avec griffe d'orteil, qui aura elle aussi ses conséquences sur le plan podologique, nous le verrons après. Alors, nous continuons par rechercher les troubles trophiques comme la sécheresse cutanée, l'hyperkératose, les cors, les durillons et la fonte du capiton plantaire. Alors, je n'insisterai pas sur la physiopathie du mal perforant plantaire, juste par dire que la problématique essentielle, ce sont les zones d'hyperappui que nous allons voir plus tard comment traiter. On enchaîne par la palpation du pied, surtout pour avoir une idée sur les et aussi les muscles clés de la marche, pour avoir une idée sur la présence d'une neuropathie motrice. Alors, l'examen de la sensibilité superficielle et profonde est primordial à la recherche d'une neuropathie sensitive.
La sensibilité tactile est testée par le monofilament de 10 grammes. Donc, c'est en exerçant une petite pression avec le monofilament au niveau des 3 zones. Donc, 2 erreurs sur 3 sur chacune des 3 zones valident le risque de se blesser sans s'en apercevoir pour le patient. Puis, l'examen de la sensibilité profonde avec la sensation de vibration par diapason et le sens de positionnement du gros orteil. Puis, nous examinons les réflexes ostéotendineux, rotuliens et achilléens. Après, nous évaluons qualitativement la marche du patient pied chaussé et déchaussé. Nous évaluons l'attaque du talon qui se fait normalement par la partie postéro-latérale du talon plantaire, puis le déroulement du pas avec l'appui plantigrade, puis digitigrade et le passage du pas. Après, nous passons à la podoscopie optique. Ceci est les podoscopes optiques dont nous disposons au service. Donc, il permet de voir directement la face d'appui plantaire des pieds. Nous faisons monter le patient sur le podoscope optique et après quelques instants de station debout sur la vitre du podoscope, l'assise optique, donc elle se matérialise sur ce schéma. Elle est reconnaissable par son aspect hypovascularisé. Alors, intéressons-nous à la statique. Pardon. Alors, l'assise plantaire, une fois vue sur le podoscope optique, donc on pourra la classer entre assise podoscopique normale, plate ou creuse. Donc, pour l'assise plantaire normale, donc il y a cette partie correspondant à l'empreinte arrondie laissée par les pulpes des orteils, puis la partie qui vient après, divisée en 3 classes. Donc, partie antérieure, c'est la bande métatarsienne au talon antérieur caractérisée par une épaisseur qui est importante, puis la partie de l'isthme avec sa concavité externe. Alors, la largeur de l'isthme est à peu près le 1/3 de celle du talon antérieur. À cette partie-là, l'appui est minime, et puis le talon postérieur où l'appui est important. Alors, l'assise de type pied plat présente un isthme qui est élargi par rapport à l'isthme vu préalablement, avec un bord médial qui est concave, donc ça c'est le pied plat premier degré, et puis l'isthme au fur et à mesure va s'élargir et sa largeur va être égale à celle du talon antérieur, c'est le 2e degré, avec son bord qui sera rectiligne, et puis le pied plat 3e degré, où la largeur de l'isthme elle devient supérieure à celle du talon antérieur. Concernant l'assise plantaire creuse, donc à ce moment-là, l'isthme est étranglé, c'est le pied creux grade 1, ou alors l'isthme n'est plus présent que par ses attaches supérieures et inférieures, c'est le pied creux grade 2, ou alors pied creux grade 3, où l'isthme disparaît complètement, et dans ce cas, vous remarquerez que les hyperpressions seront maximales au niveau du talon antérieur et talon postérieur. Alors après, nous mesurons l'axe jambier calcanéen avec le goniomètre. Donc il faut savoir que l'axe entre la jambe et le talon n'est pas rectiligne, il y a un valgus physiologique de 5 degrés. Maintenant, si jamais nous avons une déformation au niveau du talon vers le dehors, donc c'est ce qu'on appelle un valgus calcanéen, et si ici il y a une déformation vers le dedans, c'est ce qu'on appelle le varus calcanéen. Alors ceci est la plate de podoscopie électronique dont nous disposons au service. Donc elle permet de dépister les zones d'hyperappui qui sont bien sûr le point de départ d'un mal perforant plantaire. Il y a 2 temps pour cet examen, l'examen statique et l'examen dynamique. Alors voici des empreintes baropodométriques d'un examen en podoscopie électronique. Vous remarquerez que les lésions en couleur jaune, orangé ou vers le rouge, c'est plus des hyperpressions, alors que plus on va vers les couleurs bleu, vert, ce sont des zones de pression normale. Donc vous remarquerez donc qu'il y a des hyperappuis talonniers bilatérales et des zones d'hyperappui au niveau de l'avant-pied. Même chose pour ces empreintes baropodométriques, donc zone d'hyperappui au niveau du talon, au niveau de l'avant-pied gauche et là au niveau du talon droit. Alors ici, il s'agit d'empreintes baropodométriques de pied de Charcot. Vous remarquerez qu'il y a cette déformation de toute l'empreinte plantaire et au lieu d'avoir des zones d'hyperpression au niveau de l'avant-pied ou de l'arrière-pied, ce sera des zones de pression du médio-pied à cause de cette convexité de l'arche plantaire.
Alors, passons à l'étape de prescription des orthèses plantaires ou des chaussures orthopédiques. Donc, elles se font soit pour la prévention primaire, soit pour la prévention secondaire. Alors, pour la prévention primaire, il faut prescrire des orthèses plantaires thermoformables et non traumatisantes à cause de la neuropathie et ou l'artériopathie diabétique, alors que pour la prévention secondaire, en cas d'antécédent de lésions trophiques, il faudrait se concentrer sur la décharge de là où les zones à risque pour essayer de transférer les pressions sur la plus grande surface possible. Donc pour cela, nous avons à leur disposition des chaussures Barouk pour décharge de l'arrière-pied, de l'avant-pied, et des chaussures pour décharger l'arrière-pied. En ce qui concerne les principes de base de l'orthèse plantaire, donc elles doivent être en matériaux thermoformables avec ajout d'éléments correcteurs selon l'examen podoscopique, donc soit un coin postérieur ou un coin intérieur, ou alors un coin interne ou un coin externe, ou des barres rétrocapitales. Les bords latéraux doivent être non coupants et légèrement débordants. Elles doivent être portées en permanence même à domicile, avec un chaussage qui est adapté. Cette prescription doit être renouvelée 1 à 2 fois par an, puisque la durée de vie de ces orthèses est maximale de 1 an. Si rougeur, douleur ou conflit avec l'orthèse, il faut interrompre leur port et les orthèses doivent être modifiées dans ce cas-là. Alors, en ce qui concerne le mode d'action d'une orthèse plantaire, donc l'orthèse plantaire, elle agit de façon purement mécanique ou en suivant les lois dynamiques de la physique. Donc, premièrement, elle permet d'augmenter la surface d'appui plantaire. Donc, plus l'assise plantaire en centimètres carrés est grande, plus la pression est faible. Pour reprendre la loi mathématique, pression est égale à force sur surface. Donc, en augmentant la surface, on va diminuer la pression. Elle permet aussi de modifier la répartition des pressions en regard des surfaces plantaires portantes par modification des délais et durées d'appui au sol, surtout au niveau des surfaces portantes comme le calcanéus et les têtes métatarsiennes, où se concentrent en général les zones d'hyperpression. Elle permet aussi de faire une suppléance anatomique ou fonctionnelle avec son rôle de prothèse en remplaçant un élément anatomique manquant ou son rôle d'orthoprothèse en cas de fente du capiton plantaire ou de troubles statiques irréductibles. Autre rôle de l'orthèse plantaire, c'est celui de la détente tendino-aponévrotique. Ça permet de limiter la traction sur un tendon ou une aponévrose. Par exemple, quand nous prescrivons une talonnette, celle-ci va diminuer la tension du système suro-calcanéo-plantaire. Et en dernier rôle, l'exclusion d'appui ou de frottement, puisque l'orthèse plantaire a un rôle d'orthoplastie, et donc son action sera limitée aux faces plantaires, latérales, médiales et postérieures du pied. En ce qui concerne le chaussage standard, donc les chaussures doivent être en matériaux souples, avec un volume adapté aux pieds, des semelles antidérapantes avec des lacets ou velcro, un talon qui soit large mais pas plus que 4 cm. Il faut porter des chaussettes ou des bas qui doivent être changés tous les jours. Les chaussures ouvertes sont à éviter. Ne jamais garder les chaussures neuves toute la journée et acheter des chaussures en fin de journée à cause de l'œdème de déclivité et les essayer avec les orthèses plantaires. Puisqu'en général, avec l'ajout des orthèses, on rajoute une pointure à 2, cela dépend du modèle de la chaussure. Alors pour le chaussage thérapeutique, celui-ci il est prescrit en cas d'antécédent d'ulcération ou d'amputation, donc c'est souvent des modèles sur mesure ou sur moulage. Pas de couture ni surpiqûre agressive pour ne pas blesser le pied. Il faut qu'il y ait un capitonnage en cas de grande fragilité cutanée, avec un baleinage éventuel de la tige pour améliorer la stabilité dans le plan frontal. Et il faut penser à reprogrammer une réévaluation du chausson et des orthèses plantaires tous les 3 mois. Alors, ceci est un exemple de chaussure thérapeutique pour pied de charcot. Donc, vous remarquerez que la partie du talon qui est élargie avec un talon moins de 4 cm, la tige haute pour une meilleure stabilité frontale et cette assise plantaire qui est élargie pour ce pied de charcot à droite. Alors, passons à la partie éducation thérapeutique du patient diabétique. Donc, pour savoir quel type d'éducation thérapeutique ce patient recevra, il va falloir qu'on grade son risque podologique en 4 questions. Donc, les questions qu'on se pose sont: est-ce que ce patient a-t-il un antécédent d'ulcération chronique du pied ou d'amputation? Est-ce que ce patient a une perte de la sensibilité superficielle? A-t-il une artériopathie? A-t-il des déformations des orteils et des pieds? Plus un trouble de la marche. Donc, après avoir posé ces questions, selon les réponses, nous pourrons grader le patient
Est-ce que c'est un patient qui n'a pas de neuropathie sensitive? Et dans ce cas, il faudra un examen de dépistage annuel du risque podologique dans un but préventif, un examen des pieds, une évaluation de la marche et du chaussage, une éducation avec hygiène, auto-examen des pieds et des ongles par le patient, conseil de chaussage non traumatisant, apprentissage des mesures de prévention dans les situations à risque et lui apprendre les conduites à tenir en cas de plaie. Ou alors c'est un patient grade 1 qui a une neuropathie sensitive isolée. Dans ce cas, l'examen des pieds et l'évaluation de la marche et du chaussage se fera chaque 6 mois. L'éducation est la même que celle du grade 0 et dans ce cas-là, on fera intervenir son entourage. Un patient qui a déjà une neuropathie sensitive associée à une artériopathie des membres inférieurs et ou déformation des pieds est classé grade 2. Donc, dans ce cas-là, ce sera les mêmes mesures préventives que pour le grade 1 avec soins de pédicurie réguliers, correction des anomalies biomécaniques avec indication d'orthèse et d'un chaussage approprié et la prise en charge de l'artériopathie si existante. Et au final, un patient ayant des antécédents d'ulcération du pied évoluant depuis plus de 4 semaines et ou d'amputation des membres inférieurs, il va falloir renforcer les mesures préventives définies préalablement pour le grade 2, un appareillage qui est systématique et surveillé régulièrement avec soins orthétiques et soins instrumentaux podologiques. Alors pour finir, il faut un bilan diagnostique annuel préventif et une évaluation de la gradation du risque lésionnel pour tous les patients diabétiques et ceux dès le grade 0. Puisqu'une plaie chez un diabétique à risque est une urgence médicale, il faudra informer le patient sur les situations à risque de plaies provoquées par les traumatismes mineurs qui sont à l'origine de 95% des lésions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.